Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des phases arrêtées. Donc, je voudrais d'abord, avant de commencer, féliciter notre ami Alberto pour l'initiative. Je pense que dans cette période de quarantaine où on a un petit peu de temps, où surtout le futsal nous manque en tant que passionné de futsal, je pense que c'est vraiment une initiative à saluer. Euh, Aussi bien parce que quand on regarde un petit peu au niveau du français, il n'y a pas beaucoup de choses, pas beaucoup de livres, pas beaucoup de contenu. Et c'est vraiment l'opportunité pour tous ceux qui sont passionnés, qui aiment le futsal, d'avoir des moments d'échange, des moments de partage. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas mon parcours. Donc, j'ai joué au futsal jusqu'en 2011. J'ai notamment joué de 2000 à 2005 avec Action 21 Charleroi. Ensuite, parallèlement, j'ai aussi entamé une carrière d'entraîneur au niveau des écoles de jeunes pour commencer à partir de 2007. Ensuite, en 2011, lorsque j'ai arrêté ma carrière, j'ai été l'entraîneur de Morlan en Division 1. Et parallèlement, j'étais aussi l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale belge jusqu'en 2016, où j'ai eu l'opportunité de devenir l'entraîneur de l'équipe nationale de la Belgique. Pardon. Ceci jusqu'il y a quelques mois, jusqu'au mois de décembre 2019, où je suis passé de l'équipe nationale belge au club de futsal Project Allego. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, je vais vous parler des phases arrêtées, plutôt de la méthodologie. Donc, qu'est-ce qu'une phase arrêtée? Comment bien la disséquer? Ce qui est important dans une phase arrêtée, pas uniquement balancer des vidéos comme ça de corner, de coup franc, non, mais vraiment comment est-ce qu'on peut les travailler et ce qu'il faut connaître au niveau des phases arrêtées pour que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. J'ai parfois des messages d'entraîneurs qui me demandent ouais, est-ce que tu n'as pas une bonne phase arrêtée? Mais qu'est-ce qu'une bonne phase arrêtée tout compte fait? C'est très difficile de répondre. Pour moi, la bonne phase arrêtée, si je dois répondre, c'est celle qui finit dans le but. Donc voilà, il n'y a pas de phase miracle, mais je pense plutôt qu'il y a une façon de les travailler, une façon de les disséquer qui peut être intéressante. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui en donnant peut-être parfois des trucs et des astuces qui pourront vous aider dans votre quotidien sur le terrain. On va commencer par une petite définition. Donc, une phase arrêtée, c'est une action qui permet la reprise du jeu après le signalement d'une faute. Ça peut être un coup franc, 6 mètres, un 10 mètres, une sortie du ballon de l'aire de jeu, rentrée en touche corner ou lors d'un coup d'envoi, l'engagement, la mise en jeu. En futsal, c'est ce qui nous intéresse. Les phases arrêtées font partie du modèle de jeu de chaque équipe. Cela demande des solutions tactiques planifiées et entraînées afin d'avoir la meilleure finition possible, sachant que l'équipe dispose d'un temps pour le placement des joueurs et la réalisation des mouvements. Donc, on voit bien que en futsal, les phases arrêtées c'est compliqué parce qu'on doit notamment les travailler. Ça doit être des phases bien rodées, mais aussi on a le facteur temps de 4 secondes auquel il faut respecter. Quelques chiffres au niveau des phases arrêtées pour vous prouver l'importance des phases arrêtées. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui et de plus en plus, les matchs peuvent se décider et se décident sur des phases arrêtées. Ici, je vous montre les statistiques de l'Euro 2018 sur 91 buts au total de la compétition. Il y a eu 27 buts sur phase arrêtée, donc ce qui représente 30% quand même des buts. On était à 21% lors de l'Euro 2016. Le départage des buts se fait de cette façon, 12 buts sur corner, 9 buts de rentrée en touche, 4 buts de coup franc, 10 buts de 10 mètres et pas de but de pénalty. On peut comparer aussi avec la Coupe du Monde 2016. Sur les 352 buts de la Coupe du Monde, 97 étaient inscrits sur des buts de phase arrêtée. Donc, ça représente quand même 28%. 31 buts de corner. Là, on voit que les coups francs avec 25 buts sont passés devant les rentrées en touche 24, 10 buts de penalty, 10 buts de 10 mètres pardon, et 7 buts de penalty. Donc, ces chiffres, ça montre vraiment pour celui qui est un peu qui n'y croit pas ou qui pense que les phases arrêtées ne doivent pas être travaillées, on ne doit pas investir de temps. Je pense que c'est vraiment au jour d'aujourd'hui très intéressant. C'est aussi le but sur phase arrêtée, je pense que c'est aussi, moi j'appelle ça un peu des buts gratuits. C'est-à-dire qu'on ne dépense pas d'énergie sur le terrain pour faire une phase arrêtée. Ce sont souvent des séquences qui se suivent, mais vraiment des choses qui durent 1 ou 2 secondes. Donc il y a vraiment très peu de dépenses d'énergie. Et donc c'est vraiment des buts
qui transpirent le travail. Pour parler de phase arrêtée, on va parler d'abord des moments du jeu. Donc, quels sont les moments du jeu? On va démarrer par la défense, donc on n'a pas le ballon. Ensuite, en récupération de ballon, on ira en transition offensive, de la défense vers l'attaque. On est en attaque, on revient en perte de balle en transition défensive. Et au milieu de tout ça, il y a des phases arrêtées qui peuvent être offensives ou défensives. Aujourd'hui, on va parler des phases de jeu offensives. Aussi important, on le verra tout à l'heure au niveau des zones où se donne la phase arrêtée, c'est de connaître bien les différentes zones d'évolution du terrain. On a la zone numéro 1, c'est la zone du début. C'est une zone où on pourra sortir de presse. Une zone numéro 2, c'est une zone du milieu de terrain de la création, une zone d'organisation et de création de l'attaque. Vous verrez qu'il en va de même au niveau des phases arrêtées. Et dans la zone d'évolution numéro 3, on se rapproche encore plus du but adverse. On est là dans la zone de finition pour finir l'attaque où, comme l'a dit tout à l'heure Rafa, le but, l'objectif est marquer le but. On a aussi les espaces. Donc, on divise le terrain dans l'autre sens. On divise le terrain sur la largeur. On a cet espace latéral des deux côtés et un espace central. Au jour d'aujourd'hui, en futsal, je pense que Rafa aussi l'a expliqué, on parle d'amplitude d'attaque et souvent, même ce n'est pas uniquement des phases arrêtées, mais dans le jeu, quand votre attaque est un peu stérile, il faut vraiment regarder cette amplitude. Souvent, ça peut être un problème d'amplitude. Les joueurs ne jouent pas sur les 20 mètres de large. Les joueurs ont tendance à raccourcir ces 20 mètres et jouer sur 15 mètres parfois. Et là, vraiment, les 5 mètres, les 2,50 m de chaque côté, ce sont ces 2,50 m qu'on peut élargir la défense et procurer les espaces. On sort un peu du propos des phases arrêtées, mais c'est vraiment des choses qu'il faut bien comprendre parce que, comme je vous ai dit, il en va exactement de même pour les phases arrêtées. Donc, au niveau de l'espace latéral, c'est un espace d'amplitude. Et au niveau de l'espace central, il y a l'espace central du milieu où on va organiser le jeu et l'espace central offensif où là, ce sera plus la possession et la finition que l'on travaillera. Au niveau des zones de risque des phases arrêtées, on reprend le même schéma. On divise le terrain aussi avec les zones d'évolution et les zones d'espace. Bien sûr, la zone de bas risque, c'est la zone de défense, la première zone, où là, on fera des phases arrêtées pour plus sortir de pression. Imaginons, vous avez une rentrée en touche, l'adversaire vient vous presser, sortie de pression de rentrée en touche. Dans la zone médiane, on est dans une zone de moyen risque, où là, on aura l'organisation et la création. Ça peut donner aussi une finition. Donc, rentrée en touche, on verra tout à l'heure quelques vidéos. Et bien sûr, la zone de haut risque, la zone qui nous intéresse le plus au niveau des phases arrêtées, c'est cette zone de finition qui peut vraiment donner la chance pour marquer des buts. Les phases arrêtées, on peut les catégoriser de 3 manières différentes. Quand on parle de phases arrêtées, donc l'engagement, la rentrée en touche, le corner. Le pénalty à 6 mètres, le 10 mètres, je l'ai mis en plus petit parce que ce sont des phases, on va dire, à part qu'on ne développera pas aujourd'hui. La première catégorie phase arrêtée, on peut la déterminer en fonction de l'endroit du terrain. On vient juste d'en parler. Donc, par rapport à la zone, par rapport à l'espace, on peut vraiment déterminer une phase arrêtée. On peut déterminer la phase arrêtée en fonction du déroulement et de la séquence et de l'action. C'est-à-dire, si c'est une phase arrêtée on peut la jouer rapidement, on peut la jouer avec une séquence de 1 ou 2 mouvements, voilà, toutes ces choses-là, ou une phase préparée, ou une phase que l'on peut jouer rapide. Et la troisième catégorie phase arrêtée, on peut la définir bien sûr en fonction de la défense adverse. C'est très important par rapport à une défense qui peut marquer individuelle, une défense qui marque en zone ou mixte. On peut vraiment aussi pouvoir choisir notre phase arrêtée. Alors, ici, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous en tant qu'entraîneurs quand on choisit une phase arrêtée, quand on construit une phase arrêtée, quand on dirait entre guillemets, on invente une phase arrêtée. Ce sont vraiment des éléments très importants. Vous allez voir, chaque chose a son importance et chaque phase arrêtée doit être composée de cet élément. Cet élément doit être connu de l'entraîneur, bien sûr, mais il doit être aussi transmis aux joueurs afin que la phase arrêtée soit vraiment productive. D'abord, le type de balle arrêtée, bien sûr, si c'est un corner, une rentrée en touche ou un coup franc.
la position du ballon, on en reparle de nouveau, mais c'est très important d'associer une phase arrêtée par rapport à la position du ballon sur le terrain. Le signal de l'action, qu'est-ce qu'on appelle le signal de l'action? Souvent, on donne des numéros, on peut donner des noms. Voilà, c'est le joueur qui va chercher le ballon qui annonce la phase arrêtée. Le signal de départ, certaines phases demandent un signal de départ. Ça peut être un joueur qui fait un signe, un regard ou une position du pied. Parfois, ça peut arriver aussi. Ça, signal de départ, c'est pas obligé d'être dans toutes les phases arrêtées. Donc, le placement initial des joueurs, important. Chaque joueur doit bien connaître sa position de départ. Le déplacement des joueurs, c'est un peu le but, c'est savoir où doivent-ils se déplacer. Le timing, alors le timing à ne pas confondre avec la séquence, le timing, c'est le temps que le joueur met à réaliser son action. Okay? Donc, il y a des fois, il faut être rapide, des fois, il faut justement ne pas être trop rapide pour pouvoir peut-être attirer l'adversaire ou donner une zone de conflit dans la défense adverse. Une action de base, okay? Donc tous les déplacements de joueurs associés au timing, associés à la séquence donnent une action de base. Et bien sûr, des variations, okay? Des variantes par rapport aux pieds des joueurs qui sont sur le terrain, par rapport à l'adversaire. Les variantes peuvent être utilisées de manière à… Par exemple, si vous avez un corner, on ne change pas de joueur. S'il y a un corner, c'est plus compliqué de changer un joueur. Par contre, s'il y a un coup franc, on adoptera plutôt à ce moment-là le changement de rôle. On expliquera tout ça tout à l'heure en vidéo. La séquence, donc voilà, la séquence, c'est le moment à laquelle l'action du joueur doit démarrer et dans quelle suite, qui démarre premier, qui démarre en second ou s'ils doivent démarrer simultanément. Ça, c'est bien la séquence. Concept technico-tactique. Le concept technico-tactique, c'est toutes ces choses qui aident, entre guillemets, à la réalisation de la phase arrêtée. Ça peut être des blocs, ça peut être des faux blocs. Voilà, tous ces moyens qui sont mis à disposition de l'équipe pour faciliter la phase arrêtée. Le système défensif de l'adversaire, très important. Comment le savoir? On peut aussi utiliser le scouting. On doit pouvoir, nous, en tant que coach, pouvoir donner des indications par rapport à l'équipe que l'on va rencontrer. C'est une équipe qui marque en zone, qui marque haut, qui marque bas, enfin soit. Et aussi, dans le match, aussi bien que ce soit au niveau du coaching, mais aussi au niveau du joueur, le joueur doit pouvoir choisir la phase arrêtée en fonction de ce qui s'est passé dans le match et en fonction de la défense de l'adversaire. Voilà. Le tireur, ça je pense que le tireur, c'est le joueur qui donne qui donne la phase arrêtée. C'est vraiment le joueur central d'une phase arrêtée. Bien sûr que c'est une somme de tous les joueurs, mais vraiment le joueur central dans une phase arrêtée est le tireur. Le rôle des joueurs, chaque joueur doit connaître son rôle, ça c'est très important. Et les options de finition, hein, vous voyez bien qu'il y a un S au bout d'options parce que plus il y a d'options de finition et plus la défense adverse sera mise en difficulté. Options de finition, il faut minimum 2, voire 3 options de finition pour chaque phase arrêtée. Voilà, ici je vais détailler quelques points de ces éléments par une vidéo et un peu plus en détail. On va commencer par la séquence et les options de finition. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la séquence, l'ordre dans lequel les joueurs réalisent leur action et aussi le moment où le joueur commence son action. Okay? Option de finition, chaque joueur doit être une option de finition en fonction du comportement et de la réaction de la défense. Je vais vous montrer la vidéo et on va en discuter. Okay, donc, vous voyez bien, on va démarrer par la séquence. Regardez à quel moment les joueurs démarrent. C'est pas quelque chose, c'est fait exprès vraiment. Ils doivent vraiment démarrer chacun au bon moment. Okay, on voit le déplacement des deux premiers. Le troisième joueur est encore à ce moment-là à l'arrêt. Et par rapport à la défense et à la réaction de la défense, il propose une option. On voit bien ici 1, 2, 3. Ce sont les 3 options qu'il pourrait y avoir en fonction de la défense adversaire. On peut jouer vers la numéro 1, hein, au cas où il y a l'espace. On peut jouer directement vers le deuxième poteau ou entre l'angle de la base et le pivot.
OK. Donc, voilà, ça, c'était la séquence et les options de finition. Deux éléments qui sont très importants au niveau de la réalisation d'une phase arrêtée que j'ai dit que les joueurs doivent vraiment maîtriser. La variation, justement, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, ce que je vous ai dit. Donc, la modification de la phase initiale, modifier quoi? Le mouvement, le timing, OK? D'autres choses peuvent être modifiées aussi en fonction de nos joueurs, dans un premier temps, gaucher, droitier, OK? Par rapport au pied de prédominance. Ici, un corner, vous allez voir, le joueur, si j'ai besoin d'une frappe du gaucher, mais j'ai 4 droitiers sur le terrain, sur un corner, difficilement je vais faire un changement, OK? À contrario, pour un coup franc, on a beaucoup plus de temps pour faire le changement. Et alors, on doit avoir une variation, donc une modification de la phase pour pouvoir avoir une finalisation avec des droitiers sur le terrain. Et aussi, ça peut être une variation due au type de défense adverse. Okay? Je vous montre ça. Regardez, donc dans un premier temps, ici, on voit avec le joueur numéro 2 rouge qui est un gaucher. Et voyez le mouvement que l'équipe va réaliser. OK, donc voilà, il vient demander sur le côté la finition. Voilà, première option. Là, l'équipe adverse, si vous pensez, elle vient de prendre un shot où le gardien vient de faire un arrêt, donc ils sont déjà en alerte par rapport au joueur gaucher qui vient frapper. Deuxième option, OK. Deuxième mouvement, même chose. Et là, vous voyez l'anticipation et le joueur numéro 3 qui se retrouve seul. OK, c'est la deuxième option. Troisième option, qu'est-ce qui se passe? Ben, les 4 joueurs qui sont sur le terrain, le numéro 8, c'est un droitier. Okay, donc, je n'ai plus la possibilité d'aller chercher cette balle pour frapper de loin, ou alors je vais devoir avoir un droitier qui va shotter du pied gauche, qui est beaucoup moins productif. La variation, elle est comme ceci, avec, ben, vous voyez, c'est déjà écrit avec un lock. Donc, les 2 premiers joueurs font le même mouvement, OK? Et le 8, lui, vient, vous voyez, le conflit qui se pose dans la défense. En fait, le joueur de la base du milieu qui va sortir, il n'a jamais regardé le joueur numéro 8, parce qu'en fait, c'est une variation. Oups, désolé. Je vais laisser passer, je vais laisser voir parce que ça termine en but, alors c'est toujours beau. Ça nous permet de regarder encore une fois, vous voyez, hein, les deux premiers joueurs font toujours le même mouvement. C'est uniquement ici le jour de la finalisation, le numéro 2 gaucher qui vient chercher ce ballon. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous allez voir les 2 défenseurs italiens, ils vont anticiper pour le gaucher et ils libèrent l'autre espace. Vous voyez? Et puis là, avec mes 4 droitiers sur le terrain, donc c'est vraiment un bel exemple de variation. Vous voyez, le ballon loupé et la finalisation. Donc, un bel exemple de variation. Concept technico-tactique, le bloc, ça c'est un petit, entre guillemets, comme ça, un petit coup de gueule. Le bloc, mais au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment un problème qui se pose parce que il y a un peu, comme on dit, un vide juridique au niveau du règlement. Et le bloc, si vous regardez des matchs des pays différents, des continents même différents, je pense qu'il est jugé de tout à fait différemment. Donc, on a parfois des blocs qui sont plus des prises de catch ou de la lutte gréco-romaine plutôt que du futsal. Et ce problème, c'est un problème qui se pose parce qu'en fait, dans le règlement, il n'y a pas vraiment de définition de qu'est-ce qui est un bon bloc et qu'est-ce qui est un mauvais bloc. Et on laisse faire un peu tout ce qui est tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que certains pays, comme nous ici, j'ai l'exemple de la Belgique, c'est des blocs très légers. Hein, si à peine vous touchez, c'est beaucoup plus compliqué de bloquer. Si vous allez du côté,
peut-être du côté de la France, du côté de la Russie, par exemple. Là-bas, en Russie, c'est carrément des prises de catch. Donc, ce problème, qu'est-ce que ça donne? Le problème, ça donne, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le futsal, il voit ça et il se dit, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même sport, ce n'est pas le même mouvement. Alors que, pour moi, la réglementation du bloc devrait être beaucoup plus clair pour tout le monde. Si vous voyez parfois, nous, en Belgique, ben, c'est comme ça. Puis on va au niveau international avec l'équipe nationale belge, et ben, c'est tout à fait différent. Les blocs sont beaucoup plus… allez, on laisse beaucoup plus jouer. Et ça, je pense que pour le futsal en général, ce n'est pas vraiment quelque chose de positif. Qu'on laisse faire les blocs forts ou les blocs légers, mais au moins que ce soit réglé et qu'une bonne fois pour tous, ce soit jugé de la même façon. Je m'explique, je vais vous montrer une petite vidéo ici sur le côté. Mais attendez, je vais… Voilà. Donc, on voit ici, vous voyez bien, le bloc avec les bras, la ceinture, ça devient d'ailleurs même là, enfin, là, même l'arbitre arrête. D'autres exemples. D'autres exemples. Vous voyez, ici le bloc et ensuite on empêche le défenseur de sortir. Ici encore plus flagrant. Voilà. Attendez, sorry. J'étais à la même école que Raph. Vous voyez, utilisation des bras, ok. Et ici c'est carrément la prise de catch. La prise de lutte. Pour empêcher le défenseur de sortir. Donc voilà. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est mon idée, c'est mon avis. Bien sûr que ça peut être débattu, ça peut être, d'autres personnes peuvent être d'avis différents. Ici, je trouve un bloc vraiment, je vais vous montrer, un bloc propre où le joueur, la grosse différence ici par rapport aux autres, c'est que le joueur occupe l'espace avant le défenseur. Et c'est le défenseur qui va se jeter sur l'attaquant. Voilà, ça c'est tout à fait différent au niveau du bloc. Vous voyez, hein? On va voir l'occasion ici. Vous voyez, le joueur occupe l'espace avant, okay, avant le défenseur, et le défenseur vient se… De nouveau ici, clin d'œil à Kevin. Vous voyez, ici au milieu, le joueur français occupe l'espace et c'est le défenseur de l'équipe adverse qui vient percuter. Il n'y a pas d'utilisation des bras. Les pieds aussi au niveau des blocs, c'est un peu comme en basket. Je pense que si je ne me trompe pas, en basket, le joueur qui bloque ne peut pas lever le pied parce qu'à partir du moment où il lève le pied, il empêche l'adversaire de continuer son mouvement. Je pense que c'est peut-être aussi une idée pour légiférer le bloc et rendre en tout cas le jeu vraiment plus propre entre guillemets. Maintenant, nous allons passer au rôle des joueurs. Rôle des joueurs, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tireur, vraiment très important. On le verra, je vais le développer aussi tout à l'heure. Le finisseur, le feinteur et le joueur d'appui. Donc, le tireur, c'est celui qui donne le départ de l'action. Le finisseur, bien, il finit l'action. Le feinteur, l'appui, par leur mouvement, par leur déplacement, vont essayer de créer des espaces pour pouvoir donner de l'espace au finisseur. Très important au niveau du rôle des joueurs, chaque joueur doit connaître son rôle et surtout le dominer. Ce n'est pas uniquement connaître son rôle, mais c'est bien sûr qu'est-ce qu'un tireur doit faire, qu'est-ce que le finisseur doit faire. Ça, c'est vraiment très important. Et tous les joueurs ne sont pas bons à toutes les positions. Ça, il faut vraiment aussi que le coach, c'est aussi un peu l'œil du coach qui doit vraiment repérer qui est bon finisseur. Bon, ben, ça, c'est un peu plus facile parce qu'à ce moment-là, il y a la qualité de frappe qui entre en jeu, mais pour le tireur surtout, et pour les appuis et le feinteur, pour voir quel joueur peut vraiment s'adapter à ces différents rôles.
Les rôles peuvent être multiples, mais dans une phase, ça peut être multiple. Tu peux aller faire un bloc ou un faux bloc et terminer ta course au deuxième poteau, okay, ou échanger lors d'une même phase. Bien sûr, lors d'une variation ou d'un changement de rôle, on peut vraiment avoir échangé entre le finisseur, le feinteur, pardon, peut devenir le finisseur en fonction du type de défense, en fonction de l'option qui s'offre au tireur. Définir le joueur qui s'occupera de la balance défensive, ça c'était un peu aussi ma question que j'ai donnée à Rafa tout à l'heure, parce que je suis un petit peu, moi, un petit peu obsédé par ça. C'est toujours cette balance défensive. Quand on attaque, c'est bien, mais je pense que c'est un peu j'ai pris ça de mon ancienne position, j'étais gardien de but. Donc, en tant que gardien de but, j'ai un petit peu cette idée d'éviter la contre-attaque. Et donc, vraiment définir le joueur qui s'occupera de la balance défensive, c'est important parce qu'une phase arrêtée, si on donne 3 options, ça veut dire qu'à un moment donné, on s'occupe de la finition, on s'occupe de l'attaque et on délaisse un petit peu la défense. Alors, comme l'a dit Rafa, bien sûr, chaque coach a sa philosophie, chaque coach a son idée, mais il faut savoir qu'une phase arrêtée qui ne tournerait pas bien, ça donne souvent une contre-attaque. On voit aussi pas mal de buts sur des phases arrêtées qui sont loupées, entre guillemets, et on n'a pas de balance défensive, et à ce moment-là, on prend une contre-attaque et ça peut être dangereux. Une phase arrêtée, une chance de but pour nous de marquer un but qui devient une chance de but pour l'adversaire. Et les rôles se complètent, je l'ai déjà dit, hein, que ce soit n'importe quel rôle, je pense que c'est un ensemble qui fait que la phase arrêtée soit productive ou pas, mais le plus important quand même reste le tireur. Pourquoi? Justement, maintenant on va parler du tireur. Quelles sont les principales caractéristiques du tireur? Ça, c'est vraiment aussi le boulot du coach. Je pense que tant mieux pour vous si dans votre équipe, tous les joueurs sont des tireurs, mais à ce moment-là, si vous me dites que tous les joueurs sont des tireurs dans votre équipe, c'est peut-être que la barre que vous mettez pour choisir le tireur n'est pas assez haute. Je pense que par équipe, si vous avez 2-3 tireurs, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et c'est des joueurs qui sont pas faciles à trouver, mais bon, il en faut bien. C'est un joueur qui doit avoir quoi comme caractéristique, comme capacité. Il doit pouvoir choisir la phase en fonction du type de défense adverse, du score et du moment. Comme je vous ai dit, on peut faire un scouting d'avant-match, mais dans le match, on doit aussi pouvoir adapter. Et le joueur, il doit pouvoir, qui a déjà donné 2 ou 3 corners, il doit pouvoir, au 4e corner, se dire « Ah oui, j'ai fait cette phase-là, mais voilà, la défense agit comme ça. » Et c'est plutôt la phase Y qu'il faut choisir. En fonction du score, c'est très important parce qu'on ne doit pas faire toutes les phases arrêtées de la même façon, quel que soit le score. Imaginez que vous êtes mené, on peut prendre des options un peu plus risquées au niveau des phases arrêtées et aussi au niveau du moment du match. S'il reste 30 secondes et que vous menez ou que c'est match nul ou que vous n'avez pas obligé de marquer, dans une position où vous êtes obligé de marquer, pourquoi faire une phase arrêtée? C'est peut-être aussi le moment plutôt de choisir de faire une possession de balle plutôt que de faire une phase arrêtée. Ce sont vraiment des caractéristiques qui appartiennent vraiment aux tireurs et aux bons tireurs. Qu'est-ce qu'il doit avoir aussi? Bien sûr, qualité de passe. Je pense que ça, c'est sine qua non. Mais au niveau de la précision, pouvoir donner un lob bien précis, pouvoir donner une bonne passe bien précise. Au niveau du dosage, hein, parce que ce n'est pas uniquement avoir la précision, mais il faut aussi doser le ballon et du moment auquel il faut donner le ballon. Ça, c'est aussi au niveau de la qualité de la passe. On ne pense pas uniquement au niveau de la précision, mais aussi au niveau du dosage et du moment auquel on doit donner cette passe. Autre capacité du tireur, c'est de cacher ses intentions, mais bien sûr, essayer de cacher ses intentions le plus longtemps possible pour pouvoir essayer d'induire la défense en erreur et surtout de ne pas donner des indications et des indices à la défense adverse. Ensuite, il doit pouvoir analyser les variables du jeu en vue de la prise de décision. Pourquoi? Si vous vous mettez à la place d'un tireur, vous allez voir 3, 4, 5 joueurs, 6 joueurs parfois se mettre en mouvement quand on compte les joueurs de l'équipe qui attaquent et les joueurs qui répondent, l'équipe qui défend. Donc, à ce moment-là, lui, il doit vraiment avoir une analyse là pour pouvoir trouver la bonne solution, en tout cas la meilleure solution, la meilleure option qui s'offre à lui. Et bien sûr, une capacité de décision, moi j'appelle ça une capacité de décision en fonction de l'adversaire. Okay? Pour moi, je dis toujours à mes joueurs, je dis, qui décide où on va jouer, c'est l'adversaire. Parce que par rapport à son mouvement, il y aura une de nos 3 options qui devrait normalement
apparaître la meilleure. Et j'ai entre parenthèses ne pas anticiper parce que je vois ça, trop de joueurs anticipent, c'est-à-dire il prend le ballon et il sait déjà avec qui il va jouer. Avant de faire le déplacement, il dit ouais, je vais jouer lob, je vais jouer lob. Et à ce moment-là, il ferme vraiment les autres options. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi faire attention en tant que coach, vraiment que notre joueur prenne la décision en fonction de l'adversaire et que dès qu'il prend le ballon en main, il n'est pas vraiment décidé, mais qu'il laisse par rapport décider en fonction du jeu, en fonction des déplacements et de la réaction de l'adversaire. Maintenant, comment entraîner les phases arrêtées? Ça, encore une fois, c'est un peu mon idée. Maintenant, chacun a son idée d'entraîner les phases arrêtées. Quelles sont les différentes étapes pour entraîner une phase arrêtée? D'abord, il y a la sélection de la phase arrêtée. Okay? Sélection de la phase arrêtée, voilà. Vous avez besoin d'un corner, vous pensez, vous voyez. Attention, de nos jours, on voit aussi beaucoup de copier-coller. C'est bien, c'est pas bien. Il faut surtout sélectionner une phase arrêtée qui convient à notre équipe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi prendre une phase arrêtée avec un lob si vous n'avez pas un joueur qui est capable de donner un lob convenable? Ou que sur 10 lobs, votre tireur donne 3 lobs convenables. Et voilà, vous serez d'autant moins productif. Donc vraiment choisir une phase arrêtée, pas en fonction de sa beauté ou pas parce que Barcelone, la semaine dernière, a marqué cette phase arrêtée-là, mais une phase arrêtée qui convient aux qualités, qui convient à votre équipe. Ça, c'est très important. Explication et présentation, là, à ce moment-là, on sort le tableau, on peut montrer ça en vidéo, bien expliquer la phase arrêtée, du début à la fin, avec les différentes composantes, et aussi parfois, pourquoi est-ce qu'on choisit cette phase arrêtée-là? Pourquoi? Parce qu'on a des joueurs peut-être qui shotent bien de loin, avec une shot à distance, ou des joueurs qui s'infiltrent plus facilement. Enfin, là, c'est le moment de convaincre les joueurs de votre phase arrêtée et de leur présenter le mouvement. Ensuite, je passe à un exercice pratique sans adversaire, de manière analytique. Je sais que certains coachs ne sont pas d'avis de jouer sans adversaire. Moi, je joue sans adversaire, vraiment. Sans adversaire ne veut pas dire qu'on ne peut pas délimiter par des cônes ou par une chaise ou par quelques moyens que ce soit le placement, on va dire, du départ du défenseur. Aussi, ça peut donner aussi tout ce qui est déplacement. On n'est pas non plus obligé de jouer tous les ballons. On peut vraiment faire les déplacements, aller dans les détails du déplacement et voir un petit peu toutes les options qui s'offrent à vous. Ensuite, on passe dans une répétition des automatismes. Donc, à ce moment-là, on répète toutes les gammes avec tous les petits détails, donc toutes les options, mais aussi tous les détails, le timing, la séquence, toutes ces composantes-là rentrent à ce moment-là. Et là, on peut vraiment rentrer dans les détails de la phase arrêtée. C'est à ce moment-là aussi qu'on peut avoir un feedback des joueurs. C'est très important parce qu'au final, ce n'est pas nous qui sommes sur le terrain, mais ce sont les joueurs. Donc, parfois, l'un joueur va dire « Oui, mais coach, est-ce que tu ne penses pas mieux que c'est… » Il faut toujours écouter, il faut toujours laisser la porte ouverte. Bien sûr que le coach doit prendre la décision finale, mais c'est à ce moment-là où on peut vraiment retirer le feedback des joueurs afin de peut-être parfois modifier un petit peu une phase arrêtée pour qu'elle soit encore plus productive le moment voulu. Ensuite, entre l'exercice pratique avec les adversaires, on peut aussi commencer de manière graduelle, c'est-à-dire des adversaires passifs, semi-passifs, vers vraiment le jeu où l'adversaire défendra activement. Et ensuite, incorporer ces phases arrêtées dans des jeux de conditions réelles. Donc, bien sûr, les jeux de conditions réelles, ça peut être des jeux conditionnés à l'entraînement, un demi-terrain ou du 28 sur 20 avec 2 touches de balle. Vous faites 2 équipes de 4, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de ballons qui vont sortir et à ce moment-là, vous pouvez vraiment répéter chaque ballon qui sort. C'est une répétition d'une phase arrêtée. Ça peut être des corners, ça peut être rentré en touche ou chaque balle qui sort, c'est un corner. Voilà, ce sont tous des jeux qu'on peut donner et qui peuvent vraiment bien faire travailler la phase arrêtée. Détail clé d'une phase arrêtée, c'est aussi un petit peu moi ce que j'ai ressorti par rapport à mon expérience et par rapport au jeu, aux équipes que j'ai déjà eues. La première chose, c'est le joueur le plus proche du ballon, on laisse le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, on a une rentrée en touche, le joueur a disputé le ballon est sorti, il va chercher la phase. Il faut savoir que dès qu'il revient, l'arbitre commence à compter
les 4 secondes quand il a le ballon en main. Donc là, à ce moment-là, ça peut être, on va peut-être avoir rencontrer un problème d'organisation, de temps pour s'organiser. La phase arrêtée, c'est un moment de réflexion. C'est un moment où l'équipe doit penser. Et c'est un moment où l'équipe doit penser. Donc, il faut laisser gagner le plus de temps possible. On est déjà pris par les 4 secondes pour la réaliser. Donc, avant les 4 secondes, il faut vraiment avoir un temps pour communiquer et pour s'organiser. Donc, pour moi, dans mon équipe, je dis le joueur le plus proche du ballon s'en va et l'autre vient. Vous allez me dire, si c'est le tireur qui est le plus proche du ballon et qu'il n'y a que ce tireur-là sur le terrain, bien sûr, à ce moment-là, il y a toujours moyen peut-être de gagner un peu de temps ou de communiquer un peu plus vite. Après la phase en allant chercher le ballon, ben c'est un peu dans le même style, c'est pour gagner du temps, pour s'organiser rapidement. Si le joueur prend le ballon en main et revient, l'arbitre va commencer à compter et là, on n'a plus le temps de s'organiser. Donc, très important, dès que le ballon sort, le tireur va et en allant chercher le ballon, il annonce la phase. Une organisation rapide, qu'est-ce que ça veut dire? Les 3 autres joueurs, il y a le tireur qui va chercher le ballon, les 3 autres joueurs qui sont sur le terrain, ils ne doivent pas dormir. À ce moment-là, je dis toujours, ils doivent avoir comme une petite lampe qui allume dans la tête parce que c'est un moment important, ils doivent se concentrer, ils doivent vraiment être à l'écoute et s'ils sont concentrés, ils sont à l'écoute, ils vont s'organiser beaucoup plus rapidement. Parfois, dans une salle, dans un gymnase, il peut y avoir beaucoup de bruit, il peut y avoir des interférences, où on peut être en train de parler avec l'adversaire. Enfin, soit il y a beaucoup de moments où on peut être déconcentré, mais dès qu'il y a une phase arrêtée, dès que le ballon sort, il faut vraiment à ce moment-là attirer l'attention, que les joueurs soient vraiment très attentifs pour s'organiser rapidement, justement. Ça, je l'ai dit, je le répète, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment frapper sur le coup, c'est choisir la solution en fonction de l'adversaire. Parce que même si nous, on bouge, il y a une réaction de l'adversaire et là, souvent, il y aura une possibilité, une option qui s'offrira à nous. Au lieu d'anticiper cette solution, il faut vraiment laisser jouer l'action pour voir laquelle option est la meilleure. Et ensuite, ne pas jouer trop vite. Je nuancerai. On peut faire de 2 façons différentes. On peut faire une phase arrêtée rapide, c'est-à-dire quoi? On ne laisse pas organiser la défense. Hein, le ballon est là, je vois un joueur tout seul dans une poteau, je donne le ballon, on marque le but. Sinon, si on part sur une phase répétée, sur une phase travaillée, il ne faut pas jouer trop vite. Pourquoi? Les 2 premières secondes, l'équipe adverse, elle ne perd que 10% de sa concentration. L'équipe qui défend ne perd que 10% de sa concentration. C'est une étude qui a été faite. Dans la 3e seconde, la concentration descend déjà à 60%. Donc, 30% se perd entre la 2e et la 3e seconde. 30% pardon, de la concentration. Comment peut-on l'expliquer? Si vous pensez un peu à une phase arrêtée, dans les 2 premières secondes, souvent, l'équipe attaquante se met en mouvement, réalise ses mouvements. Entre la 2e et la 3e seconde, c'est le temps de réaction que l'équipe défensive commence à voir un petit peu les mouvements, commence à anticiper par rapport à leur façon de défendre aussi. Et là, à ce moment-là, quand ils se mettent en mouvement, ils ont peut-être, il n'y a plus que sur 4 joueurs, il n'y a plus que 2 joueurs peut-être qui regardent le ballon parce que les 2 autres regardent l'adversaire. Et à ce moment-là, la concentration diminue. Et la concentration diminue, c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre la 3e seconde pour vraiment voir et pour aussi laisser l'action se dérouler pour pouvoir vraiment voir les 3 possibilités qui viennent, les 3 options qui s'offrent et choisir la meilleure. Il y a bien sûr, ce n'est pas uniquement ça. Hein. Chaque coach, chaque entraîneur peut mettre un peu ses principes, mais je pense que ça, c'est des choses, c'est vraiment des petits détails, des petites astuces. Si vous pensez un petit peu chez vous, dans votre équipe, quand vous allez voir vos joueurs à l'entraînement ou en match, pensez un petit peu à ces petites astuces, ces petits détails-là, et vous verrez que souvent, vous allez pouvoir corriger pour rendre l'action meilleure. On va parler maintenant des phases plus en détail. Donc, je vais reprendre phase par phase. On va commencer par le corner. Je vais donner un petit peu les spécificités du corner. Le corner, c'est la phase arrêtée qui donne statistiquement le plus de buts. Alberto, je sais maintenant que tu aimes bien les phases arrêtées. C'est souvent, bien sûr, ce n'est pas 100% la règle, mais normalement, c'est la phase arrêtée qui donne le plus de buts. Pourquoi? Parce que le corner se donne à partir de 2 points fixes dans la zone de finition. Ça veut dire quoi? C'est beaucoup plus facile à entraîner. Si vous prenez un coup franc ou une rentrée en touche, il y a une multitude de points. Une multitude de points, ça dépend un peu de la zone. On en revient tout à l'heure, différentes zones d'évolution 1, 2, 3, et aussi à l'espace, si ce sont dans les couloirs ou si ce sont dans l'espace central. Donc, par rapport à ça, le corner, lui, c'est sur 2 points. C'est un point à gauche, un point à droite. Et bien sûr, c'est la phase arrêtée qui est le plus proche du but.
vu qu'elle est vraiment toujours dans la zone de finition, alors qu'une rentrée en touche ou un coup franc n'est pas uniquement dans la zone de finition. C'est aussi donc, le corner est aussi la phase arrêtée, pardon, qui est le plus facile à entraîner pour ça. Donc, on peut le catégoriser en deux sortes de corners. On a les corners qui sont donnés dans la surface, où on favorisera les passes au sol ou à mi-hauteur, et les corners qui se trouvent hors de la surface. Ça peut toujours être une passe au sol, ou alors là, on voit qu'arrive la notion de longue passe et la notion de lob. Dans le corner, comme je l'ai déjà dit, l'élément de variation doit être utilisé en fonction des joueurs qui se trouvent sur le terrain. Mais l'exemple simple, c'était la vidéo tout à l'heure. Vous avez vu, les deux premières solutions avec un gaucher. Si je n'ai pas de gaucher, je dois avoir une variation justement pour pouvoir que le mouvement ne soit pas uniquement quand certains joueurs sont sur le terrain. Je pense qu'une phase arrêtée, elle doit être faisable tout le temps, avec n'importe quel joueur, parfois en utilisant une variation pour varier aux caractéristiques des joueurs qui sont sur le terrain, notamment au pied gaucher et droitier. Je vous ai mis un exemple de chaque corner. Donc, on a un corner à l'intérieur de 6 mètres. Voilà. Donc, vous allez voir sur ce corner, le numéro 10 qui a la flèche va faire un bloc sur le défenseur adverse, ce qui va avoir pour but de créer un conflit au niveau de l'adversaire. Nos deux autres joueurs bougent aussi et attirent justement les deux défenseurs qui restent. Vous voyez qu'il y a un espace qui se crée au milieu. Ce n'est pas un bon exemple de bloc, hein, ça. C'est aussi un bloc qui n'est pas très légal. Et voilà. Okay, donc ça, c'est vraiment, on voit le corner à l'intérieur de la zone, donc avec une passe au sol. Le premier mouvement avec le finisseur et l'appui et le feinteur qui se trouvent vraiment en train de bouger pour donner un point de conflit dans la défense, ce qui a été très bien fait avec le joueur numéro 12 qui a anticipé pour justement faire créer un espace dont le finisseur a profité. Ici maintenant, c'est à l'extérieur. On voit encore donc double bloc et déplacement du joueur afin d'avoir la passe lobée. Voilà. Zone de conflit entre les deux défenseurs. Vous voyez, les deux défenseurs ici, zone de conflit. Si au départ, on peut penser que le 6 s'occupe de ce joueur et le joueur ici s'occupe du finisseur, vous voyez qu'il y a une zone de conflit. Pardon. Autant pour moi. Vous voyez qu'il y a une zone de conflit qui va se créer entre les deux joueurs qui va libérer le finisseur. Donc voilà pour les corners. On passe aux rentrées en touche. Alors, spécificité des rentrées en touche, c'est la phase arrêtée qu'on rencontre en plus grand nombre dans un match. Si vous pensez combien de corners il y a pendant un match, combien de coups francs vous avez pendant un match, combien de mises en jeu vous avez pendant un match et combien de rentrées en touche. Je pense que si ce n'est peut-être pas la phase arrêtée qui produit le plus de buts, la rentrée en touche, c'est ce que vous allez rencontrer le plus comme phase arrêtée pendant un match. Donc, plus vous rentrez en touche, plus vous allez avoir de chances, par le nombre de rentrées en touche, d'être productif et de marquer des buts. La rentrée en touche peut s'effectuer dans plusieurs zones. On l'a vu, la zone par rapport à la zone d'évolution, mais aussi par rapport à la… Une rentrée en touche dans la zone médiane, peut être une zone de construction, d'organisation, mais aussi peut-être aussi une rentrée en touche de finition, on le verra tout à l'heure. Et dans la zone de défense, organisation, mais surtout aussi une rentrée en touche de sortie de presse, au cas où l'adversaire vient faire une défense presse. Dans ce cas, on peut y inclure le gardien pour avoir une supériorité numérique et pouvoir sortir de presse plus facilement. À ce moment-là, il faut vraiment aussi un gardien qui ait les capacités de pouvoir jouer au pied.
Au niveau des rentrées en touche, ben, première rentrée en touche, c'est au niveau de la zone défensive, c'est une sortie de presse. On voit le gardien qui est sorti de sa zone. OK, c'est une option, on ne l'a pas utilisée. Hein, on sort du presse de nouveau à partir d'une rentrée en touche. Voilà. Au niveau de la zone médiane, je vous ai dit, ça peut être de construction, d'organisation, mais aussi de finition. Ici, ce sera, j'ai pris un exemple justement de finition. Vous voyez, de la zone médiane directement vers la zone de finition. En zone offensive, important aussi, quand on voit ces vidéos, c'est de voir un petit peu, d'essayer de déceler tout ce qui est, tous les éléments dont on a parlé, les séquences. Hein, si vous voyez ici, par exemple, la séquence, le joueur laisse le ballon et démarre, l'autre vient, le pivot est en retard et porte une zone de conflit au niveau défensif. OK. Vous voyez le joueur qui se trouve ici, qui à la base est le défenseur direct de notre numéro 9, il va suivre son joueur. En fait, dans le problème ici, vous avez deux joueurs qui ont défendu en zone et deux joueurs qui ont défendu individuellement. Mais ce n'est pas mon problème, parce que moi, j'étais l'équipe qui attaquait. Et on voit bien les trois options. Je vais vous montrer les trois options. Les trois options, ben, ça peut être l'option ici, ça peut être l'option, si c'est bien fermé, ça peut être l'option, et que lui reste, change le marquage, ça peut être l'option ici pour la frappe de loin. Et le pivot peut aussi à un moment donné devenir une option en donnant une ligne de passe sur la parallèle. Au niveau du coup franc, donc le coup franc se catégorise de deux manières, bien sûr, direct et indirect. Indirect, on ne peut vraiment pas jouer direct. Direct ne veut pas dire qu'on doit le jouer directement. Vous savez très bien, on peut ou tirer au but ou alors vraiment rentrer avec une phase travaillée. Dans cette phase de coup franc, justement, on utilisera préférablement l'option du changement de rôle, donc de changement de joueur, plutôt que de la variation en fonction de la position. Je m'explique. Si vous avez un coup franc qui est bien placé pour un gaucher, vous avez 4 droitiers sur le terrain, vous n'allez pas faire une variante pour que ce soit un droitier qui vienne frapper. Non, le plus facile au niveau du coup franc à ce moment-là, c'est justement d'opérer un ou des changements justement pour pouvoir avoir les joueurs adéquats sur le terrain. Au niveau du coup franc, des équipes aussi jouent avec des joueurs. Chaque fois qu'il y a un coup franc, on peut voir parfois 2, 3, voire 4 changements sur le terrain. C'est en fonction vraiment des spécificités des joueurs, des spécificités du pied, des spécificités des frappeurs. Si le coup franc est pour une frappe lointaine, pour une frappe rapprochée, vraiment, ça c'est vraiment à travailler à l'entraînement. C'est vraiment chaque équipe est peut-être un peu différente, mais il faut vraiment avoir sur le coup franc vraiment des spécialistes sur le terrain. Par rapport à l'importance du nombre de joueurs dans le mur, c'est aussi une chose très importante pour pouvoir décider 2 joueurs dans le mur, 3 joueurs dans le mur. Est-ce qu'il y a un décalage dans le mur ou pas de décalage dans le mur? On voit aussi de plus en plus aujourd'hui. Et c'est une petite astuce pour les coachs, si vous ne le faites pas déjà. Quand vous n'avez pas encore demandé temps mort et que, OK, parfois des temps morts ne sont pas très… vous voyez que l'équipe n'a pas besoin de temps mort. Coup franc en faveur, laissez faire le mur, comme ça vous voyez la manière de défendre l'adversaire, et puis demandez le temps mort. Et vous pouvez expliquer à votre équipe lors du temps mort, pendant la minute du temps mort, en fonction de la défense adverse, la meilleure solution pour le coup franc. Donc ça c'est aussi une petite astuce, un petit détail, mais qui peut avoir son importance. 2 sortes de coups francs. Okay, le coup franc direct, mais comme je vous l'ai dit, qui n'est pas obligé d'être direct. Ici, vous voyez dans cette phase ici vraiment la qualité du tireur. Okay, on voit vraiment, si tout le monde connaît Miguelín, tout le monde connaît sa qualité de frappe,
Mais regardez aussi, en allant, on voit qu'il analyse le jeu. Il analyse quoi? Il analyse le bloc, ok? Et ensuite, derrière le bloc, avec deux solutions. Et on voit vraiment bien qu'il regarde si c'est le 2 ou si c'est le 8 qui sort libre. On voit vraiment là, il ne va pas trop vite, il regarde, au moment là, il a pris sa décision. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le capitaine portugais essaie de sortir du bloc. Donc à ce moment-là, l'espace est derrière et il n'est pas pour le joueur qui est en latéral. Okay? Donc vraiment, qualité du tireur, encore une fois, très très importante pour isoler le finisseur. Encore une fois, chaque joueur peut être une solution. Les rôles peuvent être échangés. Imaginons ici, le 10 sort du bloc, ok? Qui peut être libre? Le 3 peut être libre aussi. Donc, comme on a dit tout à l'heure, les rôles peuvent s'échanger pendant la phase et pas uniquement garder un seul rôle. On passe maintenant à un coup franc indirect. Vous voyez, plusieurs solutions. Okay, il peut jouer le joueur écarté pour pouvoir finir dans l'angle fermé. Okay, il décide de remettre en retrait. Ce n'était peut-être pas la meilleure solution, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la meilleure phase arrêtée, c'est celle qui se termine dans le but. Parler un petit peu de l'engagement, bon, ben, la mise en jeu, on voit aussi maintenant de plus en plus d'équipes qui essayent aussi de jouer, de faire une phase arrêtée. Qu'est-ce que ça pourrait faire? Ça pourrait faire plutôt un effet de surprise. Hein? Profiter du manque de concentration de l'adversaire en début de période, en début de match, début de deuxième mi-temps. On sait aussi que la concentration parfois n'est pas à 100%. Ou après un but, hein, on encaisse un but, l'équipe adverse est statistiquement prouvé que juste après un but, c'est vraiment le moment où on doit en marquer un, parce que la concentration de l'adversaire va baisser, hein, l'euphorie étant, il risque de peut-être parfois ne pas avoir 100% de concentration, et la mise en jeu, une phase arrêtée sur mise en jeu peut être un bon moment pour revenir au score directement, ou en début de match, vraiment prendre l'avantage directement. C'est facile à entraîner, car la phase démarre d'un seul point fixe. On n'a qu'un point pour démarrer. Et ça doit être fait aussi avec tous les joueurs parce que vous n'êtes pas toujours obligé de démarrer avec les mêmes joueurs ou en cas d'avoir encaissé un but, on ne va pas changer 4 joueurs pour faire la phase arrêtée d'engagement. La phase arrêtée d'engagement, j'en montre une, il y en a pas mal, mais c'est… Voilà, avec un bloc, un joueur qui vient donner, on va repasser. Vous voyez, le numéro 6 qui vient bloquer, ok. L'ailier sur le flanc qui donne la solution au cas où il y a une couverture qui se fait, le 18 aura une solution de passe, ok. Et l'ailier de l'autre côté qui attire l'attention de personne et vient plonger le deuxième poteau pour finaliser. Voilà. Ici, ce sont toutes les sources que j'ai prises. Donc, le manuel de futsal coaching de l'UEFA, l'analyse de la FIFA de la Coupe du Monde 2016 et de l'Euro 2018. Je vous remercie à tous. J'espère que j'ai pu vous apporter un petit peu plus de clarté par rapport aux phases arrêtées. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, moi, j'ai pris mon pied, comme on dit, en préparant. Encore une fois, c'est vraiment des moments que j'apprécie beaucoup. J'ai mis aussi mes coordonnées si vous voulez rentrer en contact avec moi pour des questions là-dessus ou pour d'autres choses. Je ne promets pas de répondre dans l'heure ni dans la journée, mais j'essaie toujours de répondre à toutes les questions que je reçois. Et une petite phrase que j'aime bien, c'est le travail qui diminue l'espace entre le vouloir et le pouvoir. Je pense qu'en tant qu'entraîneur, en tant que coach, on doit vraiment être conscient de ça. Vouloir, tout le monde veut gagner, tout le monde veut être champion. Maintenant, le pouvoir, c'est autre chose. Il faut travailler, il faut avoir la mentalité, il faut avoir tout. Voilà. Merci beaucoup. Alberto, je te cède la parole et on peut aller pour les questions-réponses. D'accord, je te laisse si tu veux arrêter de partager ça, sinon on le Oui, laisse. tout à fait. Non, on va arrêter. Donc, on a déjà plusieurs questions. Franchement, bravo pour la présentation. Moi, les coups pieds arrêtés, c'est des choses qui me plaisent les plus en tant que coach. Et c'était une très belle exposition. Franchement,
j'ai kiffé. Moi c'est vraiment quelque chose que j'apporte beaucoup d'importance. J'adore ça. Je pense que c'est la chose que le coach a le plus la main. On peut plus voir la patte du coach sur les phases arrêtées parce que dans le jeu, il y a vraiment beaucoup d'interférences. Hein. Ok, on voyait tout à l'heure avec Rafa 3-1, les systèmes 3-1, 4-0, mais aussi ça dépend de l'espace du jeu, ça dépend de l'adversaire, beaucoup, 30 cm avant, 30 cm derrière, tu comprends. Mais les phases arrêtées, vraiment, je pense que c'est quelque chose que la patte du coach, on voit vraiment. Moi, quand je marque un but sur phase arrêtée, je suis vraiment. Pour moi, c'est le meilleur but, c'est sur phase arrêtée. La première question, c'est questionnez-moi, donc c'est une question un peu personnelle. C'est comment tu intègres l'entraînement de les phases arrêtées dans l'entraînement? Parce que des fois, c'est vrai qu'on commence, l'entraînement, ça commence à bouger, et les coups de pied arrêtés, des fois, ce sont des moments qu'il faut arrêter, il faut expliquer. Donc, les pulses, ça descend un Oui. peu. Donc, on le fait à la fin, on le fait à tous les bouts, en milieu, intégrer, intéresser une tâche différente. Comment tu le ferais? Deux façons de travailler différentes. Celles qui sont intégrées dans le jeu, ben, c'est plus facile. On fait un jeu, comme j'expliquais tout à l'heure, on les intègre dedans et on met vraiment l'accent sur les phases arrêtées. Ensuite, tu as la manière plus analytique. Moi, quand c'est d'une manière plus analytique, j'aime bien, c'est de faire travailler. Je prends 4-5 joueurs d'un groupe d'un côté du terrain pendant que les autres joueurs sont de l'autre côté en train de aussi travailler. Parce que de manière analytique, on ne peut pas non plus, si on s'occupe sur 4 joueurs, 4 ou 5 joueurs, on ne peut pas non plus laisser le reste du groupe sans rien faire. Et je pense que la répétition est importante, la répétition dans un laps de temps court. Parce que si tu laisses tout le monde là, tu as 10-12 joueurs, ils vont tous faire à leur tour et puis peut-être le joueur il fait 2 fois en 3 minutes, tu comprends? Je préfère qu'il fasse 5 fois en 1 minute 30. Ça, c'est vraiment la façon dont j'intègre. Dans le moment, j'intègre plus ça vers la fin de la séance ou en milieu de séance, mais surtout aussi, plus on se rapproche du match, plutôt, hein, au niveau du jeu, plus on se rapproche du match, plus on met l'accent sur la phase arrêtée. En y intégrant le scouting de l'adversaire. Combien de temps tu donnes dans l'entraînement, combien de temps occupé les phases arrêtées dans l'entraînement à peu près? Mais ça dépend de l'entraînement, ça dépend du jour aussi. Plus on est tôt dans la semaine, moins il y aura de temps qui sera dédié à phase arrêtée. Plus on est, par exemple, la veille du match, ça doit être un entraînement aussi qui ne peut pas être non plus un entraînement très intensif. Donc là, on mettra plus de temps sur la phase arrêtée, sur le gardien volant. Donc ça peut parfois prendre 30, 40, 45 minutes de phase arrêtée. Mais de la manière dont je t'ai dit, je ne fais pas uniquement que d'une manière, parce que sinon, à un moment donné, tu vois que les joueurs aussi, ils commencent doucement à perdre le spirit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À ce moment-là, de façon de tourner les groupes ou alors de travailler l'analytique avec le jeu. Ce que j'aime bien aussi de faire, c'est tu fais 2 groupes, hein, et chaque groupe fait 5 phases arrêtées, donc 5 corners ou 5 rentrées en touche sans annoncer. Donc les joueurs avant se parlent entre eux, voilà, on va faire celle-là, celle-là, celle-là. Comme ils ne l'annoncent pas, l'équipe adverse ne connaît pas, parce que c'est ça aussi, quand tu attaques contre la défense, contre ta propre défense, ben, souvent les joueurs connaissent les phases arrêtées. Mais ça, c'est une façon aussi assez bien d'entraîner sans annoncer la phase arrêtée. Alors les joueurs, tu vois que les joueurs la défense essaie de regarder par rapport au placement, mais ça aussi à ce moment-là, ça peut donner toutes les variations, quoi. Roberto, je voulais lui demander aussi à Luca, parce qu'il a expliqué qu'il donne une importance très grande à les rôles des tireurs, mais je connais déjà la réponse. Mais je voulais demander aussi s'il concède aussi beaucoup d'importance à les rôles des joueurs qui remet en place, qui va remettre la touche, qui va mettre en place la touche, qui va mettre en place les corners, parce que normalement, c'est lui qui doit être le plus intelligent, qui doit lire un petit peu la situation pour faire les meilleurs choix. Et surtout, s'il a un joueur spécialiste pour faire ça, s'il a un joueur qui se va en occuper toujours de faire les corners, j'imagine que s'il est droitier dans les droits ou s'il est gaucher dans les gauches. Et pour finir, si lui, il les donne des conseils sur les spécificités de faire la remise. Par exemple, il y avait un entraîneur qui est en train de me dire que c'est important de renseigner
les dire à les joueurs qui va mettre en place, qui va faire la remise, de mettre la main sur les ballons, parce que comme ça, il va lui donner plus de temps pour penser, pour réfléchir, qu'est-ce qu'il va faire. Et après, pour apporter un truc qui c'est déjà top pour ces spécialistes. Je me rappelle la dernière exposé de Fede, les entraîneurs de l'équipe nationale d'Espagne. Il a dit, je vous dis, ça, c'est pas pour tout le monde, ça, c'est rentré vraiment dans le détail. Il a dit qu'il les disait à ses joueurs, les joueurs qui faisaient la remise, d'utiliser la main adverse au pied dominant. Si je suis droitier, je dois prendre les ballons, la main, la gauche. Il avait une explication pour ça, c'est une explication physiologique. Il a dit que comme ça, on a plus d'amplitude des hanches, comme ça, on a plus d'amplitude des hanches, et comme ça, on a plus de possibilités pour faire plus de lignes de passe. Après, je n'ai jamais fait ça. Si je l'explique ça à un joueur que j'avais dans mes équipes, il se met la main en tête et il me dit « Ouais, t'es fou. » Mais si tu as les ressources pour faire ça, je te demande tous les trois. La première, si tu donnes l'importance au travail de la prise d'information et prise de décision des joueurs qui font la remise, si tu as des spécialistes dans le côté droit, dans le côté gauche, et si tu les donnes des conseils ou des consignes, qu'on mettrait la main ou qu'on fait quelque chose de différent. Oui, donc le remiseur, tu appelles le remiseur, c'est le tireur. Hein. Le tireur, c'est celui qui donne la… Oui, bien sûr, c'est le joueur le plus important. Et comme j'ai expliqué, moi, dans nos équipes, il y a des spécialistes. Tu dois avoir 2, voire 3. Et parfois, même quand tu as un joueur qui est suspendu ou qui est blessé, tu as été même embêté parce que tu peux te retrouver à un moment donné sur le terrain avec aucun tireur sur le terrain. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est très important, vraiment attirer l'attention au niveau du tireur. Et moi, j'approche beaucoup d'attention aussi par rapport à sa prise de décision. De prendre la décision en analysant après une analyse. C'est pour ça que le tireur, c'est un rôle très important et très compliqué aussi. Parce qu'il doit vraiment analyser en une fraction de seconde. Il doit analyser et décider. C'est vraiment quelque chose qui c'est quasiment simultané. Et ça, c'est très important. Maintenant, par rapport à la main, tout ça, non. Ça, je n'ai pas de demande par rapport à ça. Je ne connaissais pas. Tu m'apprends quelque chose. Mais si Fede le fait, je pense que lui, il a sûrement étudié la chose et c'est sûrement juste. Et après, j'ai oublié, il y a une dernière question. Kevin, il m'a volé un petit peu la question, mais je voulais aussi la demander. Parce que c'est vrai que si on voit les statistiques, on voit qu'il y a beaucoup de buts qui sont mis à une touche de balle sur la remise de la stratégie. Et c'est pour ça que je te demande, tu travailles aussi la stratégie rapide. Il ne faut pas faire des combinaisons. Il faut faire une fois qu'il sort la balle, il y a quelqu'un qui la prend rapide, il fait la passe au deuxième poteau, il y a quelqu'un qui va marquer. Ça, il y a des entraîneurs qui l'entraînent, notamment l'entraîneur de Xota Navarra, il le fait à fond. Et c'est vraiment efficace. Il ne fait pas trop de combinaisons, mais à chaque fois que la balle il sort, il y a quelqu'un qui prend la balle, il la récupère vite, il la met en place, il y a quelqu'un qui va tout de suite au deuxième poteau. Et c'est vrai que c'est compliqué à défendre parce qu'il y a les petits intervalles de temps que la défense s'est à relaxer un petit peu, 2 secondes, 1 seconde, qu'on peut en profiter. Tu les travailles aussi? Tu as des consignes? Oui, bien sûr. Ça fait partie aussi d'une partie du scouting. Je pense que ça peut aussi s'adapter à l'adversaire. Si tu remarques que l'adversaire a du mal dans l'organisation, a du mal dans la reconversion, là, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Maintenant, comme je dis tout à l'heure, où on attend la 3e seconde pour pouvoir faire la phase répétée et travailler, ou sinon, il y a aussi l'option de pouvoir prendre le ballon. Si tu es un joueur qui est tout seul au deuxième poteau, il faut absolument… le chemin le plus simple, c'est ça. Mais aussi à l'intérieur de la phase, souvent, parfois on voit des phases un peu qui sont jolies, ainsi avec 2, 3 passes. C'est plus compliqué. Même sur une phase répétée, on va dire comme ça, c'est une passe et une finition. Les 2 autres joueurs qui ni ne passent pas, ni ne finissent pas, ils servent vraiment, c'est le feinteur et l'appui, ils servent vraiment à créer l'espace, à créer une confusion dans la défense pour pouvoir justement libérer le finisseur. Merci. D'accord. On avait une question sur la défense qui demandait quelles consignes défensives donnez-vous à vos joueurs lorsqu'ils sont bloqués par l'adversaire sur un coup de pied arrêté? Il y a 2 façons. Ou alors tu restes avec le joueur. Si tu te ceintures, tu le ceintures. Tu es 1 en moins, mais ils sont aussi 1 en moins. Ou alors tu essaies de sortir du bloc. Si tu sors du bloc,
à ce moment-là, il faut attention parce qu'il faut faire une rotation entre les joueurs. Sinon, le joueur qui sort du bloc va être… allez, le défenseur qui est sorti du bloc, son joueur qui l'a bloqué va être tout seul. Donc, c'est un petit peu les choix de défendre par rapport aux caractéristiques des joueurs. D'accord. Ça dépend un peu des positionnements, des lignes qui sont ouvertes, fermées. Nous, Ouais, dans mes équipes, normalement, dès qu'un joueur s'est bloqué, il y a un changement parce que s'il y a un qui est bloqué, à moins on sait que ce joueur il est déjà avec un attaquant, donc l'autre qui se libère doit prendre ce qui était le sien, entre guillemets. Tout à fait. Okay. On a une autre question et j'y mettrai un exemple après votre explication qui dit est-ce qu'on peut travailler la défense des faces arrêtées adverses sans avoir recours au scouting? Toujours le même positionnement ou au contraire proposer plusieurs positionnements? Ça a bloqué. J'ai pas bien compris, Alberto. Excuse-moi. Ah, non, c'est pas bloqué, c'est mon français que c'est Non, parti. non. Est-ce qu'on peut travailler la défense des faces arrêtées adverses sans avoir un recours de scouting de l'autre équipe? Ou si dans ce cas, on fait toujours le même positionnement ou on propose plusieurs positionnements à la défense? Donc, au niveau défensif, hein, c'est ça qu'on parle. Ouais, Hein. ouais. Oui, on a un système de défense de base et après, on doit un petit peu s'adapter par rapport à l'adversaire qui attaque. Mais je pense qu'il faut toujours avoir un système de base bien rodé où, de la même façon que lorsque les joueurs attaquent doivent connaître le rôle, les joueurs qui défendent sur une phase arrêtée doivent aussi connaître chacun bien leur rôle et l'effectuer et le dominer. Donc, c'est la même chose. Maintenant, bien sûr que par rapport à l'adversaire, on peut aussi s'adapter. On n'est pas obligé de faire par rapport à un scouting, mais si on voit que l'adversaire… on ne sait pas, comme expliqué tout à l'heure, j'ai bien aimé la phrase qu'il a dit, Rafa, avec la couverture. Hein, okay, où tu couvres ta tête et tes pieds sont découverts, où tu couvres tes pieds. Tu comprends? Tu ne sais pas fermer dans ta zone de 6 mètres sur un corner et en même temps fermer la frappe de loin. C'est impossible. Donc, bien sûr qu'on doit avoir une philosophie de défense, un type de défense, hein, bien propre à l'équipe, qui peut s'adapter pendant le match aux caractéristiques et forces de l'adversaire. Nous, je me souviens bien dans les matchs qu'on a joué là en Croatie, nous, normalement, dans l'équipe nationale, on fait une défense en zone dans les corners, 2 à 1. Et quand on a joué contre vous, on savait que vous avez des bons frappeurs à l'extérieur, donc surtout ceux qui jouent derrière, je ne me souviens plus les noms. Celui qui était… Ouais. Il a marqué d'ailleurs ce match-là. Donc, les matins, on travaille, on fait les exercices pour défense individuelle et comment sortir dans ces blocs, parce qu'on avait vu dans les scoutings plusieurs fois des blocs pour les frappes de lui. Bon, on les travaille, on les place bien, on explique, tous les joueurs étaient d'accord, première action des matchs, corner, but. Donc, des fois, c'est aussi… Quand je dis au final, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, hein, donc on est dépendant d'eux. On a une autre question, c'était les coupes arrêtées dans les matchs, c'est toi qui les annonces, qui les commandes, qui les demandes, ou c'est les joueurs eux-mêmes qui vont choisir ce type de… Non, c'est les joueurs. Hein. On n'est pas… allez, il faut aussi un petit peu arrêter cette notion de coach PlayStation, moi j'appelle ça. Tu vois ce que je veux dire? Il faut laisser la liberté aux joueurs. C'est les joueurs, c'est là qu'on va voir leur qualité. Le joueur qui choisit, comme j'ai expliqué, le tireur, il doit choisir la phase en fonction de l'adversaire. Imaginons que c'est son 3e corner qu'il fait. Les 2 premiers corners, il a pris des corners, choisi des corners pour des frappes de loin. Ben, le 3e corner, il doit savoir c'est une phase intérieure qu'on doit donner. Donc, non, ce n'est pas moi qui donne les phases arrêtées. La seule chose qu'on peut faire, comme j'expliquais tout à l'heure avec le coup franc, hein, si tu attends, tu vois la défense placée de l'adversaire, tu prends le temps mort, là tu as 1 minute pour expliquer, mais tu ne dois même pas te donner, tu dois donner les possibilités, les différentes options, mais le joueur doit prendre sa responsabilité. C'est là qu'on voit aussi donner beaucoup d'autonomie aux joueurs, c'est eux qui sont sur le terrain, ce n'est pas nous. Dans le match, pour moi, le coach, il ne va pas décider grand-chose. Hein. On décide, c'est à l'entraînement. Mais pendant le match, c'est les joueurs qui jouent. Hein. Nous sommes, notre travail, il est fait, on va dire, entre guillemets, une grande partie de notre travail. Même si on peut bouger les choses avec notre coaching, mais une grande partie du travail est fait avant le match. Moi, normalement, dans mes équipes,
surtout, c'est progressif. Normalement, je commence à être moi qui annonce et à fur et à mesure, je laisse les joueurs, surtout parce que ça me donne beaucoup d'informations aussi à moi, de Bien sûr. savoir à quelle action est-ce qu'ils ont plus de confiance les joueurs à faire, etc. Ça m'arrivait aussi dans les dernières équipes, ça a un couteau de double fil, on va dire. Parce Ouais, que je dans comprends mon ce que tu veux dire. dernière équipe, par exemple, j'ai commencé à laisser ça et j'ai dû reprendre les rênes dans ce point parce qu'à la fin, les joueurs, il annonçait que ça qu'il arrangeait à lui pour finir lui, parce que tout le Voilà, monde voulait voilà, marquer les voilà, buts. voilà, voilà, voilà. Donc à la fin, même si l'autre équipe, par exemple, il faisait une défense très dehors la surface, il cherchait Ouais. les tirs extérieurs parce que c'était lui qui voulait frapper. Donc à bout d'un moment, il fallait, surtout quand les joueurs ils sont mal à accepter son rôle, ou ils sont mal à être plus Tout à fait. collectifs et moins égoïstes, Ouais, des ouais, fois ouais, ouais. il faut varier un peu. La confiance n'empêche pas la confiance n'empêche pas le contrôle, comme on dit. Donc, je ne sais pas s'il y avait encore une question ici. C'était quel est quel est le rôle du gardien dans les balances défensives à niveau des consignes de jeu dans les coups arrêtés? Ben, la consigne du gardien, ça doit être normalement la couverture. Je pense que au niveau, si on a une phase arrêtée plus proche, on se trouve gardien qui viennent faire la surprise entre guillemets de frapper par rapport aux capacités, par rapport aux qualités de notre gardien. Bien sûr, on peut utiliser, mais je pense que c'est surtout une phase où le gardien doit être prêt à faire la couverture de l'équipe.